Yo tout le monde et bienvenue dans l'explication du tour de la carte retournée. Regardons les commentaires de la vidéo défi. La dame de cœur apparaît au fond du paquet alors que toutes les cartes sont censées être face en haut. Ouais, effectivement, c'est une des petites erreurs que j'ai faites. Lever double pour faire croire à un échec alors que le 10 est bien la première carte après la coupe. Oui. Un break à la coupe et une levée double suite à la coupe. Ouais, c'est exact, on va voir ça à la fin de l'explication. Invisible deck, puis tu changes le deck, tu contrôles et une simple levée double. Alors lui, il a tous les éléments. Je vois que l'explication a été trouvée assez rapidement. Je vous présente le jeu invisible. Effectivement, j'ai besoin de ce jeu qui est truqué pour réaliser ce tour. Le jeu de cartes est posé et je ne le reprends qu'après que le public ait choisi une carte. Je précise que l'application de dé que j'ai utilisée pour simuler le choix aléatoire n'est pas truquée ou quoi que ce soit. J'ai vraiment lancé un dé à 13 faces et un dé à 4 faces pour choisir une carte au hasard. Ce jeu donc s'appelle le jeu invisible et est un jeu truqué particulièrement connu, assez répandu et pas mal utilisé quand même. C'est un jeu très particulier, je vais vous montrer pourquoi. Sur le dos de chaque carte, il y a une sorte de produit agrippant. Alors ce produit, il en existe plusieurs versions. Il y a une version professionnelle utilisée par les magiciens dont j'ai oublié le nom d'ailleurs. Mais sachez qu'on peut utiliser un produit du quotidien pour obtenir le même résultat. Un genre de vernis finition mat que l'on peut trouver dans le commerce. Pour les cartes elles-mêmes, c'est vraiment juste ça, c'est des cartes ordinaires avec ce produit-là agrippant sur le dos. Au-delà donc du produit agrippant qu'il y a sur le dos des cartes, le principal truc de ce jeu, c'est l'agencement des cartes. Les cartes sont mises dos à dos, deux par deux. Si je prends les premières cartes, on a donc ici une paire de cartes dos à dos, ici une autre paire de cartes dos à dos, encore une paire ici, et ainsi de suite. Et le jeu en fait n'est qu'un empilement de paires de cartes mises dos à dos. Puisque leur dos s'agrippe, je peux les manipuler comme si j'avais un tas de 26 grosses cartes en fait. Je peux vraiment les faire défiler, les mettre en éventail sans les dissocier. Et du coup, si je veux faire croire qu'il y a une seule carte qui est retournée, en fait, j'ai qu'à prendre une carte à un moment donné et les dissocier. Si vous essayez de forcer, ça va galérer et ça va se voir et ça va paraître suspect. Donc, il faut vraiment faut vraiment qu'il n'y ait pas de pression en fait dans vos doigts. Juste les faire glisser tranquillement. Et du coup, la seule question qui reste à se poser, c'est comment savoir quelle carte je dois dissocier pour que je tombe sur le choix du public. En fait, il y a une astuce mnémotechnique dans l'association des cartes. À chaque fois que je regarde une carte, là, comme ça, je sais toujours quelle carte est de l'autre côté. Si je prends cette carte-là, qui est un valet de cœur, je sais tout de suite que de l'autre côté, il y a un 2 de pique. Tac, je dissocie et je sors le 2 de pique. En fait, les cartes sont associées deux par deux selon certaines règles qui permettent de connaître la valeur d'une carte en regardant celle qui est de l'autre côté. Ces règles sont très simples. Les carreaux sont tous mis dos à dos avec des trèfles et les piques sont tous mis dos à dos avec des cœurs. Donc déjà, à chaque fois que vous regardez une carte, vous savez de quelle couleur est la carte qui se trouve derrière. Là, si j'ai le 5 de carreau, je sais que la carte qu'il y a derrière est un trèfle. Et si je la dissocie, effectivement, on a du trèfle, le 8. Ça, c'est pour les couleurs. Maintenant, pour les valeurs, c'est pas plus compliqué. Les cartes sont associées de sorte que la somme des deux fasse 13. Par exemple, si je prends le 3 ici, je sais que de l'autre côté, j'ai un 10, parce que 10 plus 3, ça fait 13. Si j'ai un valet, le valet ça vaut 11, donc derrière j'ai un 2. Hop, je dissocie et effectivement j'ai un 2. Les dames sont associées avec les as, les 5 avec les 8 et ainsi de suite. Les seules exceptions ce sont les rois, puisque les rois valent 13 et du coup les rois sont associés entre eux. Si je prends le roi de carreau ici, de l'autre côté je sais que j'ai un roi de trèfle. Alors, ces règles que je vous donne, c'est les règles qu'on a de base quand on achète un jeu invisible. Il y en a une petite notice qui vous donne ces règles-là, mais en fait, l'agencement des cartes par paire, vous faites comme vous voulez. Ce qui compte, c'est que vous arriviez à retenir les associations. À partir du moment où vous arrivez à connaître la valeur d'une carte en regardant celle qui est de l'autre côté, c'est bon, après vous faites ce que vous voulez. Il reste une chose à laquelle il faut faire attention, c'est de quel côté je fais sortir les cartes au tout début. Et oui, parce que si je sors les cartes du mauvais côté, je vais pas pouvoir faire croire que leur carte est retournée puisqu'elle sera déjà dans le bon sens. Là encore c'est pareil, dans la notice que j'ai, moi ils me disent de mettre le côté impair sur la face avec le gros as ici et le côté pair sur le dos. C'est juste un moyen mnémotechnique en fait, vu que ça c'est la face principale, ouais pour moi c'est le 1 et le dos c'est le 2. Du coup je me dis impair, pair, voilà. Et au niveau des rois, vu qu'ils sont dos à dos, deux par deux, vous pouvez pas dire pair d'un côté, impair de l'autre, puisque dans tous les cas c'est des 13, donc il faut forcément qu'il y ait des 13 du côté pair et des 13 du côté impair. Du coup, il faut faire par couleur en fait. Les rois rouges vont être du côté impair et les rois noirs du côté pair. Et du coup, les rois rouges
ils sont du côté où il y a l'as rouge justement. Comme ça on peut penser, on se dit ok, le côté où il y a les rois rouges, c'est le côté où il y a l'as, ce côté-là il est que bleu, donc les rois qui sont de ce côté-là, ils sont pas rouges, ils sont noirs. Comme ça quand le public me donne sa valeur, par exemple le 5 de cœur, il suffit de faire l'association contraire, c'est-à-dire le 5, 13 moins 5, 8, le de cœur, pique, donc je cherche le 8 de pique. Le 8 de pique est une carte paire, donc je vais ouvrir de ce côté-là. Tac, je vais chercher le 8 de pique, hop, elle est là. Je fais une petite dissociation en faisant en sorte de bien être fluide. Et après, je monte le reste pour dire voilà, il n'y en a pas d'autre, il n'y en a qu'une qui est retournée. Et c'est le 5 de cœur. La partie chiante, clairement, c'est ça, c'est de calculer la carte inverse pendant qu'on parle. Parce que si on fait une pause et qu'on dit le 5 de cœur. Oui, alors donc je vais vous montrer les cartes. Voilà, là c'est nul. Et je dis pas que j'ai été ouf dans le défi magique, hein, mais le but c'est juste de vous montrer. Donc soit vous pouvez respecter les règles par défaut dans la notice, soit vous faites vos propres règles pour retenir les cartes comme vous voulez. Pareil pour retenir comment est orienté le paquet dans la boîte. Alors il faut savoir que ce jeu de cartes, on peut l'acheter tout fait, hein, vous cherchez le jeu invisible sur internet, mais vous pouvez également le faire vous-même. Je vous mets dans la description de la vidéo 2 liens vers des vidéos qui vous expliquent comment faire un jeu invisible vous-même avec des cartes ordinaires et du vernis mat. Donc ça c'est pour le jeu invisible. Il faut savoir qu'il existe une variante du jeu invisible qu'on appelle le jeu Brainwave. La différence est assez subtile en fait. Dans le jeu Brainwave, vous ne montrez pas des faces, vous montrez justement des dos, uniquement les dos des cartes. Et la seule carte qui est retournée, en fait, vous la voyez de face, et quand vous la montrez, on constate qu'elle a un dos de couleur différente du reste du jeu. Le principe, c'est exactement le même que pour le jeu invisible, sauf qu'au lieu d'avoir le produit agrippant sur le dos des cartes, dans le Brainwave, on l'a sur les faces. Et les cartes sont mises par paire, non pas dos à dos, mais face à face. Et la petite subtilité qui fait qu'on a un effet en plus, c'est que on a 26 cartes à dos rouge et 26 cartes à dos bleu. Si vous montrez les cartes dans un sens, vous pouvez montrer des dos bleus. Si vous montrez le jeu de cartes dans l'autre sens, vous n'avez que des dos rouges. Mais du coup, le principe reste le même en fait. Vous faites défiler des cartes qui ont toutes le dos de la même couleur, et à un moment donné, vous faites une dissociation pour montrer une carte dont on voit la face. On se dit, ah là, c'est la seule carte qui est de face. Mais en plus, quand vous la montrez, elle a un dos d'une couleur différente. C'est l'effet en plus. C'est ça l'avantage du Brainwave. Et là, vous devez vous dire, oui, mais du coup, comment on sait où se trouve la carte du public, puisque cette fois-ci, on ne voit plus les valeurs. On voit uniquement des dos. Et bien en fait, c'est un effort de mémoire supplémentaire. C'est-à-dire que les cartes sont dans un ordre précis que vous devez connaître. Il me semble que dans la vidéo anglophone du mec qui fabrique ses propres cartes, il montre justement comment fabriquer un Brainwave et il explique un peu comment retenir l'ordre. En gros, vous les mettez dans un ordre particulier. Alors évidemment, l'ordre le plus simple, c'est de les mettre par exemple de l'as au roi, par exemple d'abord les trèfles et ensuite du roi à l'as avec les piques. Et du coup, la même chose de l'autre côté. Et en fait, vous comptez, hein. Le mec dans la vidéo utilise une petite astuce en plus où en fait il a marqué certaines cartes, du genre il a marqué la 7ème carte je crois en partant du début et la 7ème en partant de la fin, comme ça quand il compte il peut vérifier qu'il s'est pas trompé. Bref, ça c'était pour la première partie du tour, sauf qu'après il y a une deuxième partie, rappelez-vous. Dans la première partie du tour j'utilise le jeu invisible pour sortir une carte retournée et la donner au public. Et ensuite, pendant que le public regarde la carte, vous m'avez sans doute vu mettre ma main derrière la table, et en fait ce que je fais à ce moment là c'est un échange de jeux de cartes. J'ai ici un jeu de cartes ordinaire à dos bleu, je fais l'échange de jeux de cartes pendant que le public est occupé à regarder sa carte. Comme ça me permet de continuer le tour justement avec un jeu de cartes normal que je peux montrer tranquillement. Pour la suite du tour, je leur demande de me dire stop et ils mettent leur carte au milieu. Donc là on met vraiment leur carte au milieu, donc là c'est le 9 de pique pour l'exemple. Et là je vais garder la carte, je vais la contrôler en fait, c'est-à-dire que je vais réussir à garder son emplacement. En gros, quand le public me dit stop, moi j'ai 2 paquets de cartes. Celui-ci, que je garde dans la main gauche, je le garde bien aligné, bien égalisé, bien comme il faut. Le public pose sa carte dessus. L'autre paquet, en fait, quand je le lâche sur le dessus, les cartes se répandent forcément un petit peu. Vous voyez ? Elles se décalent. Regardez, on voit clairement la distinction entre les 2 paquets de cartes. Le paquet du dessous est bien égalisé et quand je lâche grossièrement le paquet du dessus, et ben ça fait un décalage comme ça. Ce qui fait que je sais exactement où prendre le break. Hop, j'ai qu'à le prendre par en dessous ici, tac. Et j'ai un break. Et ici, effectivement, on garde la carte du public. Donc c'est ce break très connu que j'utilise, voilà, ils me disent stop, je mets la carte ici, je lâche grossièrement, ça fait un décalage.
et ensuite je garde le break avec mon petit doigt, hein, tout simplement. Et là, il y a une autre petite astuce intéressante quand je demande au public de me dire stop à nouveau. Donc en gros, j'ai un break de mon côté avec mon petit doigt qui est ici, et de leur côté, je fais défiler les cartes avec le pouce comme ceci. Alors moi, j'arrive pas bien. Ils me disent stop, ce qui crée un nouveau break en quelque sorte. Ça crée une ouverture, et je mets mon doigt dans l'ouverture pour leur faire croire que je vais prendre la moitié du jeu qui correspond à cette ouverture. Sauf que dans le mouvement, je vais en fait suivre mon break, celui qui est de mon côté. Et en fait, ça fait une sorte de Z comme ça. J'ai l'ouverture qui est de mon côté, avec le break, et il y a leur ouverture de leur côté, là où eux ils m'ont dit stop. Je leur fais croire que je prends cette moitié-là, là où ils m'ont dit stop, sauf qu'en fait, je prends la moitié qui correspond à mon break, mais dans le mouvement, dans la fluidité du mouvement, et dans la rapidité surtout, eh bien, ils ne s'en rendent pas compte. Et donc avec cette astuce, je peux remettre leurs cartes sur le dessus du jeu, et pour leur faire croire que la première tentative échoue, je fais une simple levée double. Je prends les deux premières cartes en faisant croire qu'il n'y en a qu'une seule, je dis ah là là vous avez échoué, c'est dommage, et quand ils réessayent après avoir touché la carte, j'ai qu'à juste prendre la première, ils peuvent même le faire eux-mêmes d'ailleurs, il n'y a pas de souci. Et là effectivement on tombe sur leur carte à eux. Voilà, j'espère que j'ai été clair dans les explications de ce tour. Du coup il est temps de passer au point magie. Le point magie de ce tour, pour moi, c'est l'échange. Et oui, parce que j'utilise un jeu truqué avec lequel je ne peux faire qu'une seule manipulation en fait. Avec le jeu invisible, je peux pas faire autre chose que l'effet pour lequel le jeu a été conçu. Ce qui fait que si je veux poursuivre le tour, j'ai été obligé de faire un échange de jeux de cartes. Et donc le point important c'est ça, c'est de réussir à faire des échanges d'accessoires sans que le public ne s'en rende compte. Et du coup le fait de faire des échanges comme ça pendant le tour, ça a un avantage de ouf parce qu'une fois que le tour est fini, vous donnez le jeu de cartes au public et eux ils le regardent, ils disent ouais c'est un jeu normal, il n'y a pas de souci. Vous pouvez également faire l'inverse, c'est-à-dire prendre un jeu normal, le faire vérifier avant le tour, en disant voilà il est normal. Vous faites quelques manips avec qui nécessitent juste un jeu ordinaire. Pendant le tour, vous faites un échange avec le jeu truqué, et là, paf, vous faites un autre effet de ouf. Vous savez tous que l'un des aspects fondamentaux d'un tour de magie, c'est le détournement d'attention. Et justement, il va falloir en faire un usage particulièrement précis lorsqu'il s'agit de faire des échanges. Souvent, c'est aussi simple que de faire quelque chose avec une main pendant qu'on montre son autre main. C'est la diversion basique, mais c'est la plus efficace finalement. Là en plus j'ai été un peu bâtard parce que si ça avait été un vrai public justement, ils auraient été occupés à regarder la carte pendant que je faisais l'échange. Donc j'ai même pas à montrer quoi que ce soit, ils s'occupent dans leur coin pendant que je fais le truc. Du coup quand vous regardez un tour de magie, vous savez que si le magicien vous fait vérifier un accessoire, ça veut pas dire que c'est cet accessoire là qui est utilisé dans le tour. Dites-vous bien que si un élément d'un tour de magie à un moment donné disparaît de votre champ de vision, quelle qu'en soit la raison, il y a peut-être un échange qui a lieu. En tout cas voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à la partager sur les réseaux sociaux autour de vous. Vous pouvez vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de la suite. Vous pouvez également me suivre sur Facebook et Twitter pour avoir les infos. Et moi je vous dis à plus pour la prochaine vidéo.